Merci Monsieur le Président de me donner la parole. Je vais donc à présent vous présenter ce travail de thèse qui s'intitule « Faire comprendre les mécanismes de l'autisme en situation d'apprentissage grâce à la réalité virtuelle incarnée ». C'est un projet financé par la région Occitanie et l'Université fédérale Toulouse-Midi-Pyrénées, de thèse interdisciplinaire en psychologie et informatique, dirigée par Franck Amadieu et David Panzoli. Donc les contextes et enjeux de ce travail sont autour de l'inclusion scolaire des élèves avec troubles du spectre de l'autisme. C'est aujourd'hui un défi très important et nous avons constaté par rapport à ça un certain manque. Par exemple, il y a eu en 2022, au début de ma thèse, que 126 professeurs ressources formés par le programme, une augmentation de 220% des cas à partir de 2004 d'élèves avec TSA, ou encore par exemple seulement dans les 25 heures dédiées, mais beaucoup ne sont pas assurés au niveau des formations des enseignants parce qu'il n'y a pas assez de formateurs. 45% des élèves n'ont pas de suivi adapté à leurs besoins. Donc clairement, il y a un besoin réel de formation des enseignants, d'abord au point de vue de la compréhension du fonctionnement cognitif des personnes avec TSA. Ensuite, bien entendu, il faut adapter les pratiques pédagogiques, et pour cela, il va falloir commencer par une déconstruction des stéréotypes qui sont associés. Donc moi, je suis issu d'un cursus en psychologie à l'origine, et je suis passionné d'informatique et de nouvelles technologies, donc c'est ce qui m'a amené à m'intéresser vraiment à l'aspect formation via une technologie donc de la réalité virtuelle pour essayer de faire mieux comprendre le TSA. Donc la question centrale, comme je vous l'ai dit, c'est comment est-ce que la réalité virtuelle pourrait aider les enseignants. Voici le plan de la présentation, donc qui est assez classique. Je vais d'abord vous présenter le cadre théorique, puis la problématique, les hypothèses, enfin une partie sur la conception et le développement du dispositif qui a été préparé au laboratoire, la méthodologie expérimentale, les résultats, et enfin une discussion sur tout ce qui a été fait durant ces 3 ans de thèse. Donc, au niveau de notre cadre théorique, je veux rapidement préciser un peu le trouble du spectre de l'autisme. Donc on a utilisé des définitions et un rapport qui est issu du DSM-5, un ouvrage de référence de l'APA, donc l'American Psychiatric Association, qui va montrer donc des critères assez définis, donc un déficit de communication sociale, des comportements restreints ou répétitifs, et enfin un spectre qui a une sévérité très très variable. On a vraiment, il y a beaucoup de profils différents. Donc quelque chose qu'on va retrouver de manière quand même assez récurrente, c'est une hypersensibilité, qu'elle soit visuelle, ou auditive ou autre, et enfin un traitement spécifique de l'information. Donc nous, notre focus, parce qu'on nous intéressait à une pollution particulière, ce sont les personnes avec TSA sans déficience intellectuelle, mais également qui sont scolarisées à partir du secondaire, supérieur et autres. Donc, au niveau des modèles théoriques que nous avons choisis pour ce travail, nous avons choisi le modèle de Moutron et Talley de 2006, le modèle EPF, qui parle de traitement perceptif amélioré, avec un fonctionnement principe de bas niveau qui renforçait le traitement du bas niveau. On va l'avoir par exemple sur tout ce qui est visuel, comment vous allez traiter l'information qui va rentrer directement de cette manière-là. Donc, au niveau des particularités sensorielles, donc il y a l'hypersensibilité aux stimuli et le traitement du détail avant la globalité. C'est-à-dire qu'on va plutôt focaliser sur des points précis, comme ce marqueur plutôt de regarder la table en entier. Donc, pourquoi ce modèle? Tout simplement parce qu'il nous a paru très très pertinent à représenter de manière virtuelle. Nous avons pensé qu'à travers ce qu'on a vu dans le modèle EPF, on va pouvoir en faire une modélisation représentative réelle du TSA. Il y avait d'autres modèles possibles, c'est le choix que nous avons fait. Donc notre objectif, clairement, c'est de faire vivre l'expérience perceptive d'une personne avec TSA à notre utilisateur, qui n'est pas une personne avec TSA. C'est important. Donc, cette personne-là, ce sont les enseignants. Donc au niveau des enseignants, il y a eu des travaux qui ont été faits pour essayer de percevoir un petit peu comment est-ce que les croyances qu'ils avaient par rapport aux personnes avec TSA. Et ce qui est ressorti dans les travaux de Woodley de 2020, c'est une représentation parcellaire ou stéréotypée du TSA. Par exemple, il y a une croyance qu'on peut avoir, c'est que la surstimulation va entraîner des réactions extrêmes. Ce qui est faux. Ça peut, mais c'est plutôt rare même. Donc, quel est l'impact sur l'accompagnement des élèves? Tout simplement, on va avoir les personnes qui peuvent accompagner des personnes avec TSA auront un comportement inadapté, mais également des attentes inappropriées par rapport à ce que on peut demander à une personne avec TSA.
Donc, nous avons identifié des besoins primaires qui va être de déconstruire les stéréotypes et amorcer un changement d'attitude. Alors, par attitude, nous entendons la définition de la psychologie, en psychologie sociale, c'est un sentiment général persistant, positif ou négatif sur une personne, un objet ou un thème. C'est de Betty Cagliocco de 1980. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons fait le choix d'utiliser la réalité virtuelle pour essayer de mieux faire comprendre. Donc, la réalité virtuelle, qu'est-ce que c'est? Alors, la définition, la réalité virtuelle incarnée. La précision est importante parce qu'il y a plusieurs types de réalité virtuelle. La définition technique, c'est un environnement 3D immersif projeté dans un casque occlusif qui occulte entièrement l'environnement. Et en même temps, nous allons incarner un avatar à la première personne. La vision, on va le voir à travers nos propres yeux et on pourra percevoir nos mains, notre corps, mais pas notre corps en entier. Il y a quelques caractéristiques clés qui sont à prendre, qui sont à comprendre. Tout d'abord, la notion d'incarnation, qui est un état psychologique dans lequel les objets virtuels sont considérés comme des objets réels, physiques, de manière sensorielle. La présence, le fait qu'on se sente être là, le sentiment d'être là dans la simulation ou dans l'action où on est. Je parle l'agentivité. Alors l'agentivité, c'est un peu particulier, c'est peu commun pour les gens qui nous sont habitués à ce terme-là. C'est agir dans son environnement, mais agir dans le sens avec ses mains, mais aussi avec son corps, avec son regard. C'est vraiment le fait d'être acteur de là où on est. On peut toucher, on peut recevoir, on sent qu'on peut agir dans un environnement. Et enfin, l'empathie, plus connue, la capacité à ressentir ce que l'autre ressent. Donc, le casque occlusif qui est ici, je vous le présente, voilà avec quoi on a travaillé sur ce projet. Donc, le modèle que nous avons utilisé au niveau de la RVI, c'est le modèle Camille, qui est le Cognitive Affective Model of Immersive Learning de McCransky et Peterson de 2021. C'est un modèle, en fait, qui va utiliser, je vais vous montrer ici, c'est un modèle qui va partir des facteurs technologiques qu'on va pouvoir moduler. Ces facteurs technologiques vont engendrer des potentialités, des processus psychologiques, des potentialités de la RVI, qui vont être la présence et l'agentivité. Et c'est ces deux éléments qui vont jouer sur des facteurs affectifs et cognitifs qui vont permettre de mieux apprendre. Ces facteurs qui vont être l'intérêt, la motivation, le sentiment d'efficacité personnelle. Nous allons surtout jouer sur l'incarnation en RVI, parce que ça va être l'élément le principal. Mais si on active bien une bonne présence, on pourra jouer sur ça, qui permettra un apprentissage vraiment meilleur. Donc, il y a deux éléments importants qu'on rajoute dans le Camille et qui sont précisés par l'auteur. Tout simplement, c'est que le média interagit avec la méthode. Quand on conçoit sous le Camille, il faut penser au dispositif dans lequel on va concevoir. C'est-à-dire que le contenu ne sera pas adaptable n'importe où. Et enfin, un autre élément assez important, c'est que les auteurs préconisent le fait d'avoir des connaissances préalables sur le sujet pour pouvoir mieux apprendre en réalité virtuelle. Ils se sont rendus compte que quand on a zéro connaissance, c'était plus difficile d'apprendre en réalité virtuelle. Donc, au niveau de nos problématiques et hypothèses, les objectifs de la thèse, nous avons deux objectifs principaux. C'était tout d'abord concevoir et développer un dispositif de RVI dans le laboratoire, et ensuite, bien entendu, d'évaluer l'efficacité de ce dispositif comme outil de sensibilisation au TSA. Un objectif secondaire, c'était d'observer un peu les contributions empiriques au modèle Camille, voir si donc le modèle était pertinent, voir si on a essayé de regarder un petit peu s'il s'appliquait bien. Au niveau de nos questions de recherche, donc la question de recherche principale étant la réalité virtuelle incarnée peut-elle favoriser la compréhension et améliorer l'attitude envers le TSA? Pour cela, nous avons plusieurs sous-questions qui étaient dans quelle mesure le niveau d'immersion, d'agentivité et de présence influence-t-il l'utilisateur dans une tâche de sensibilisation? Ensuite, est-ce que la compréhension factuelle du TSA est-elle améliorée par rapport à d'autres modalités, aux autres modalités? Y a-t-il une meilleure retention de connaissances factuelles à moyen terme? Y a-t-il un accroissement mesurable de l'empathie? Est-ce que la RVI peut-elle contribuer à réduire les stéréotypes et changer les attitudes liées au TSA? Et enfin, est-ce que ces effets sont durables? Donc, au niveau du modèle que nous avons testé, excusez-moi. Donc, nous avions les variables indépendantes qui sont les variables que nous avons manipulées dans l'expérience, donc l'immersion, le contrôle et la fidélité, qui donc engendrent des processus, présence, agentivité et empathie. Et enfin, les variables dépendantes, donc les résultats qui sont observables, qu'on a pu observer, qui sont donc l'attitude, les connaissances, l'attitude et les stéréotypes. Donc, ce qu'on dit, c'est que les facteurs technologiques ici génèrent des processus psychologiques qui devraient
favoriser l'apprentissage. Au niveau de nos hypothèses principales, nous en avons quelques-unes. Donc la première, c'est que la réalité virtuelle incarnée allait engendrer plus de présence et plus d'agentivité. Ensuite, quelle est donc la réalité virtuelle incarnée allait également engendrer plus d'empathie. Donc la RVI allait permettre une meilleure rétention des connaissances, une réduction de la stéréotypisation, et enfin, permettre une amorce de changement d'attitude, toujours sur le spectre de la psychologie sociale. Donc, au niveau de la conception et du développement du dispositif. Donc, nous avons développé en laboratoire un dispositif, c'est-à-dire un environnement d'apprentissage qui allait représenter une salle de classe virtuelle, une salle de classe assez traditionnelle avec une dizaine de personnes, donc composée d'agents personnages non joueurs, qu'on appelle les PNJ, et avec du matériel du mobilier allégé, de manière à ne pas trop surcharger cognitivement l'utilisateur, mais pour représenter quand même le plus fidèlement possible une classe crédible. L'objectif est donc une simulation d'une représentation du TSA. Pour cela, nous allons appliquer une hypersensibilité visuelle, auditive, et nous allons essayer aussi de représenter le fonctionnement cognitif. Donc, au niveau technologie, je vais l'aborder de manière plus rapide. Nous allons utiliser un moteur de jeu vidéo pour créer l'environnement, qui est le moteur Unity 3D avec une version de 2023, codé avec le code C#, c'est un langage informatique que nous avons travaillé sous Visual Studio. Et le matériel utilisé, je vous l'avais dit, c'est un casque occlusif MetaQuest 3. Il y a plusieurs types de dispositifs. Celui-ci a l'avantage d'être indépendant, portatif, c'est assez pratique. Et alors, très important, au niveau du protocole de confort, nous avons vraiment essayé de travailler la rentrée en VR pour ne pas rendre les gens malades, pour avoir un maximum d'utilisateurs. Donc une cinétose, donc le mal simulateur réduite, avec aucun déplacement en vection, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de déplacement linéaire. Des transitions par clignement des yeux, c'est-à-dire que quand on change d'endroit, la caméra se ferme et se rouvre comme un clignement d'œil. Et enfin, une latence minimum de manière à ce que l'action le retour soit immédiat à l'utilisateur. C'est pas que je bouge la main, j'ai un retour 3 secondes après. Je bouge, il y a un mouvement immédiat. Donc, au niveau des choix de conception, je vais aussi expliquer le principe des postes pédagogiques, en fait, de Baron Gemeyer de 2018. Donc, nous avons choisi de ponctuer la simulation par des postes pédagogiques qui allaient expliquer un peu plus en détail et permettre à l'utilisateur excusez-moi, je me suis perdu. Donc, qui allait permettre à l'utilisateur de mieux comprendre la tâche en cours ou la situation en cours. Nous avons procédé de manière très simple, nous avons mis des sous-titres, une voix off, et nous avons mis la simulation en semi-pause. C'est-à-dire que les PNJ continuaient leur activité, mais sans enchaîner. Un peu comme s'ils étaient affairés à une tâche qui allait prendre un temps certain. Et pendant ce temps-là, la pause pédagogique, vous voyez, expliquer à la personne ce qui se passait. D'après Baron Gemeyer, ça permet une transmission accrue des connaissances factuelles en réalité virtuelle, qui actuellement est un souci de la réalité virtuelle. Donc, et au niveau des choix de conception, les ateliers de conception, je voulais aussi vous présenter l'association du GEM Adulte de Rodez, avec qui nous avons conçu le dispositif, c'est-à-dire que toutes les tâches et tout ce que vous voyez dedans est en fait issu des ateliers avec le GEM qui nous a demandé de représenter ce que eux vivaient, en disant voilà, moi je vis ça comme situation, est-ce que vous pouvez le modéliser, le représenter? Et on a travaillé pendant plusieurs mois avec eux pour essayer de créer en fait des choses qui étaient le plus représentatives de leur réalité. Voilà, donc ça c'est les locaux de l'association, j'ai pas mis de personne pour pas choquer ou autre, mais voilà, en tout cas c'est un très très bon partenariat. Nous avons fait une équipe, c'était très prolifique comme partenariat. Donc au niveau des images un petit peu, je vais rentrer un peu dans quelque chose d'un peu technique et un peu simpliste. Donc, excusez-moi pour le terme. Au niveau à gauche, voilà, je vous présente un peu la maquette brute, c'est-à-dire vraiment l'un des premiers prototypes existants de la salle de classe. Donc vous voyez, c'est pas très très beau, c'est un peu figé, mais c'est vraiment le premier travail de présentation que vous avez fait. Et après, un exemple qu'on vous montre, après un peu de travail, un peu d'application, de transformation de jeu de lumière, cette même salle va ressembler à ceci à côté. Alors là, vous voyez le moteur Unity 3D, avec là par exemple l'inspector qui est cet exemple à côté, nous montre un peu les scripts qui sont un peu les instructions qu'on va donner. Et là, c'est le script de fonctionnement de l'enseignante pour le déplacement dans la salle. C'est tout le paramétrage pour que l'enseignante ait un comportement cohérent. Et en fait, elle a été programmée pour agir avec une routine, elle a un chemin, elle a un certain nombre d'actions. Et c'est tous les scripts associés au personnage enseignante.
Voilà, donc là je vous montre un autre exemple. Par exemple, l'exemple de la perception neurotypique comparée à une perception TSA. Là vous avez la version avant application du flou gaussien et des effets de saturation. Bon, sonore, je ne vais pas vous la montrer parce que c'est sonore. Et là à côté, de l'autre côté, vous voyez une fois l'application des filtres. Donc on sent que l'image, imaginez que le son est 50% plus fort, c'est-à-dire que pour l'utilisateur c'est très désagréable. Finalement, comme ce que vit une personne avec TSA de manière assez standard et introduction dans un endroit. Alors ça, clairement, on a vraiment essayé de représenter ce qu'on a compris du modèle, enfin des exemples dans le modèle EPF, c'est vraiment une représentation de la surstimulation sensorielle. C'est typique. Ensuite, nous avons des exemples de tâches. Là, c'est la tâche de focalisation et la résistance aux éléments perturbants, perturbateurs. Donc je vais vous montrer une petite vidéo. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est une tâche de focalisation où l'utilisateur doit, pendant quelques secondes, focaliser sur des points lumineux, ce qui fait monter une jauge. Et pendant ce temps-là, donc il a un certain nombre de jauges à faire, 3 jauges. La troisième, vous ne la voyez pas. Ça ne bouge plus. Si, c'est bon, ça marche. Excusez-moi. Donc en fait, pendant ce temps-là, l'agent PNJ enseignant qui a été programmé va venir perturber l'utilisateur par un effet un effet de surprise. Et l'objectif, en fait, est de détourner l'attention de l'utilisateur vers un élément perturbant pour l'empêcher de se concentrer. Ce qui fait que si on déconcentre l'utilisateur, en fait, la jauge redescend, il doit revenir focaliser. Il a fait des allers-retours. Et l'utilisateur va comprendre qu'il faut résister à cette personne bruyante qui occupe le champ de vision, qui parle fort et qui demande pourtant de manière bienveillante est-ce que ça va, est-ce que tout va bien, mais qui n'arrête pas. Et c'est très très perturbant. C'est un exemple de comment est-ce qu'on peut déranger quelqu'un avec TSA alors qu'en fait, il essaie de se concentrer sur un élément précis. Un autre exemple de tâche. Voilà. Après, stress important, on peut constater des personnes qui vont avoir le sentiment de s'isoler un petit peu ou autre. Et en fait, ce que nous avons essayé d'appliquer, c'est après une tâche voilà, de perturbation ou d'échange avec l'enseignant, vous voyez l'overlay de stress, c'est-à-dire l'effet de clignotement et l'effet rougeâtre qui est appliqué sur la scène. Il y a un battement cardiaque qui habite dans le casque, donc c'est très stressant pour l'utilisateur, c'est perturbant, et il faut en fait attraper un dispositif, et au moment où on va mettre ce dispositif, vous allez voir ce qui va se passer. Voilà, on coupe les effets, ça permet d'isoler la personne, il y a moins de bruit, la stimulation est plus calme, il reprend le contrôle, et en fait, ça permet à la personne avec TSA de se ressourcer un petit peu et de reprendre le contrôle de l'environnement. Une fois que cet effet est passé, nous remontons un peu le son, 25%, pour permettre quand même de reprendre. Nous ne le mettons pas à fond non plus, parce qu'à 50%, c'est très 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 bruyant. Donc, une fois que nous avons fait ce dispositif et passé un petit peu par l'ordinateur, nous avons essayé de comprendre, donc c'est bien, tout ceci est un beau projet, mais est-ce que ça a un impact réel, est-ce qu'il se passe quelque chose? Donc, nous avons mis deux protocoles expérimentaux. Alors, il y a 2 expérimentations qui ont été menées pendant ces travaux de test. La première de février à mai 2024, qui a été en fait le test du premier prototype développé. Nous avions donc 112 participants répartis en 4 conditions. Une condition de réalité virtuelle incarnée avec le HMD, une condition écran plat, c'est-à-dire strictement le même contenu, avec les mêmes fonctionnalités, mais sur un ordinateur, depuis ce qu'on appelle une réalité virtuelle non immersive, mais ça peut se discuter pour plein de raisons. Une condition diaporama, qui était un strict extrait de capture vidéo, mais placé vraiment comme des slides, donc une bonne animation, mais nous avons gardé la bande de son. Et enfin, une condition diaporama, où il y avait juste le diaporama, c'est-à-dire 37 diapositives, montrant chaque scène, avec une bonne explication de voilà l'expérimentation. Et ensuite, une seconde expérimentation qui a été faite de janvier à mars 2025, où là, nous avons testé donc, le produit minimum viable, le MVP, où les tâches ont été corrigées et nous avons optimisé l'expérience utilisateur et nous avons modifié aussi le recueil de données. Qui là, par contre, n'avait que 2 conditions, c'était vraiment à comparer, donc une condition AVI et une autre condition écran plat, mais que nous avions rendu un peu encore moins agentisé, c'est-à-dire qu'on n'avait pas d'action directe sur ce qu'on voyait. Donc la procédure classique que nous avons appliquée à tous nos participants, c'est tout d'abord l'accueil avec le consentement et les instructions qui étaient pour le casque. Après, nous avons un pré-test qui servait en fait de mesurer la baseline de connaissances de nos utilisateurs sur l'attitude envers le TSA.
Après, l'intervention pour on parlait, donc qui allait selon les conditions de 15 à 25 minutes dans le casque. Juste après la simulation, nous faisons un post-test immédiat où nous mesurions des variables pour essayer de voir si en effet on impliquait bien la présence, l'agentivité, l'empathie, et on mesurait le niveau de cinétose pour savoir si le gens était malade, que s'il y a cinétose, il ne se passe rien derrière. Donc on voulait mesurer que les gens n'avaient pas de problème avec ça. Et enfin, nous mesurions le niveau de connaissance et le niveau d'attitude. Et enfin, à partir de 15 jours plus tard, selon le temps de réponse des participants, nous refaisons un test, le post-test différé, pour remesurer leur niveau de connaissance et d'attitude au niveau du TSA. Donc là, vous avez des exemples un peu. Ça, c'était la passation, donc diaporama sans son. Vous voyez, c'est un ordinateur simple. Après, vous avez la version avec son. Donc la personne possède un casque sur la tête pour le sonore. Là, c'était, on voit un peu sur l'écran, là, c'était le dispositif flat screen complet où on pouvait agir. Et enfin, bien entendu, la condition du vaisseau occlusif, où la personne était immergée dans l'environnement virtuel. Donc, au niveau de nos mesures, donc nous mesurions les variables donc présence, agentivité, empathie et cinétose. Au niveau de nos variables dépendantes, nous avons, pour la première expérience, un QCM et une échelle de Likert en fait, qui mesurait l'attitude. Donc nous avons 8 questions QCM et 7 sur le Likert. En expérience 2, nous avons fait qu'une échelle de Likert. Ça nous a permis plus cohérent. Voilà, donc pré-test, post-test et post-différé, comme je vous l'ai dit un petit peu auparavant. Donc je vous précise un petit peu qu'au niveau de l'expérience 2, nous avons quand même refondu le questionnaire, parce que nous avons eu quelques soucis en expérience numéro 1, et nous sommes donc plus pertinent de refaire une version revue avec 13 items. Et en fait, nous sommes basés sur une échelle qui est sortie en 2024, nous n'avons pas au départ, qui étaient les travaux de Cognou et Ali, et c'était les travaux du professeur Lanovaz qui a fait la deuxième expérience de RVI dans la peau d'une personne autiste. Pour ceux qui la connaissent, c'est une très bonne expérience. Et en fait, on a eu accès au questionnaire du professeur Lanovaz, qui a bien voulu nous le prêter pour le protocole. Donc, excusez-moi. Voilà. Au niveau de nos résultats, donc clairement, au niveau de la première expérience, nous avons bien vérifié que le processus lui était bon. C'est-à-dire qu'au niveau des hypothèses 1 et 2, on a vu, l'RVI est bien supérieur dans toutes les conditions. En présence, on a une taille d'effet important, c'est représentatif, on voit bien que la VR est clairement au-dessus des autres conditions. La VR génère bien de la présence. Au niveau de la gentilité, c'est encore plus représentatif, c'est-à-dire qu'on voit vraiment, il y a un gros écart, en VR on sent qu'on est agent, alors que dans les autres conditions, très peu. Et enfin, au niveau de l'empathie, il y a aussi un écart, et ce qui est intéressant, c'est que la condition flat screen, qui est une réalité virtuelle non immersive, a quand même, génère quand même l'empathie, alors que les diaporamas, assez peu. Un article d'ailleurs a été soumis avec ses résultats à la conférence de réalité virtuelle. Voilà. On attend un retour positif. Donc, au niveau de l'expérience 1 encore, au niveau des connaissances attitudes, là les résultats sont un peu différents, donc les hypothèses H3 et H5. Il y a un rejet, c'est-à-dire que nous avons une équivalence entre les conditions. Donc si on regarde au niveau des connaissances, ce qu'on voit c'est qu'il y a un effet de temps significatif, il y a une progression qui se fait. Par contre, toutes les conditions arrivent à des résultats équivalents en questionnaire immédiat. Questionnaire différé, ça se maintient, mais tout le monde se maintient. La chute que vous voyez aussi sur le déploiement audio est une particularité qui était particulière. Parce que je ne vais pas m'étendre dessus, excusez-moi. Donc, au niveau des attitudes, là c'est encore pire, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas d'effet du temps, il n'y a pas d'effet des conditions, il ne s'est pas passé énormément de choses dans la condition pour l'attitude. Au niveau de l'expérience numéro 2, là, on a au niveau des hypothèses H1 et H2, c'est-à-dire présence et agentivité, nous avons des résultats similaires à la numéro 1, c'est-à-dire que clairement, la réalité virtuelle internée génère beaucoup plus de présence, avec une taille d'effet qui est importante. Pareil pour l'agentivité, grosse taille d'effet. Et enfin, au niveau de l'empathie, là, donc ça génère, il y a aussi une différence, mais par contre, on a eu un peu moins de l'effet, c'est un petit effet que nous avons eu, même s'il est présent. Et là, par contre, au niveau des connaissances attitudes de l'expérience numéro 2, on a des résultats un peu différents de la première. Donc, nous avons une équivalence entre conditions. Clairement, on voit qu'il y a une progression, le temps il joue, mais au niveau des connaissances, il n'y a pas de meilleur, c'est pas mieux en RVI. Par contre, au niveau de l'attitude, là, on a eu un résultat particulier. On a vu, donc l'effet du temps, tout le monde progresse.
il n'y a pas d'effet globaux des conditions, mais on voit qu'entre le pré-test et le questionnaire immédiat, il y a eu de la progression. Par contre, dans le temps, c'est redescendu. Ça veut dire qu'on n'a pas réussi à maintenir l'immense changement d'attitude dans le temps. Mais on a quand même réussi à en générer un entre le pré-test et le questionnaire immédiat. Ce qui en soi, déjà, était très très intéressant. Donc, au niveau de la synthèse des résultats principaux, bon, clairement, on voit que la réalité virtuelle est efficace pour la présence d'agentivité et d'empathie, et l'absence de cinétose, ce qui est très, déjà en soi, c'était un résultat très intéressant aussi, et qu'il y a une grosse équivalence sur les connaissances et l'attitude. Mais par contre, je précise que l'équivalence en soi est un résultat très prometteur, parce que comme je l'ai dit au début, on a des difficultés à transmettre des connaissances factuelles en réalité virtuelle incarnée, et là, on a réussi avec le protocole à transmettre aussi bien que les conditions. Et ça, déjà en soi, c'était déjà très satisfaisant. Donc, au niveau des perspectives, la discussion des perspectives. Donc, nous avons un petit rappel des contributions de l'EFCABI. Donc, ce qui est validé par rapport à la littérature, c'est que la présence est plus élevée en RVI, comme l'avait déjà montré Wittner et Singer en 1998. L'agentivité est augmentée, pareil, Slater, c'est ce qui est expliqué à partir de 2009, et l'empathie est également renforcée en RVI, comme le montrait Herrera et Dali en 2018. Donc, en effet, la réalité virtuelle incarnée génère bien les processus attendus. Ensuite, au niveau de la transmission des connaissances, ben c'est plus limité, mais ça correspond déjà à la littérature. Ça veut dire qu'on voit, par exemple, la revue de littérature de Poupard et Dali en 2024, que les connaissances en réalité virtuelle incarnée, c'est pas le meilleur média pour transmettre des connaissances factuelles à la réalité virtuelle incarnée. Et, autre élément, on voit que les effets d'attitude sont vraiment conditionnels, et ça c'était Mesterel qui le montrait déjà en 2015. En effet, il n'y a pas forcément de lien entre réalité virtuelle et attitude, on ne va pas forcément générer une meilleure attitude avec de la RVI. Ça ne permet pas de mieux apprendre. Mais je le répète, voilà, l'équivalence reste quand même un résultat très très prometteur. Donc au niveau des apports théoriques, donc on a une évaluation partielle des modèles, donc le CAMI notamment, clairement. Ensuite, on a vraiment le rôle central des postes pédagogiques qui est identifié, mais qui n'a pas été étudié, donc ça serait vraiment de faire plusieurs détails, parce que c'est vraiment assez fondamental. Et enfin, on retombe un peu sur les travaux de Marc Lucano et David 2021, qui montrent qu'il n'y a pas forcément de lien entre l'empathie et la génération de connaissances et d'attitude avec de la réalité virtuelle incarnée. On peut avoir beaucoup d'empathie, mais pas forcément de changement d'attitude. Donc, c'est ce qu'on disait, on en parle un petit peu, c'est que la technologie, en fait, elle ne suffit pas. Vraiment, la conception pédagogique pourra faire la différence. Au niveau des limites de l'étude et des solutions, donc, clairement, quelque chose qui est identifié, c'est que nous avions des tâches, c'était un dispositif court, donc assez peu de tâches, donc il serait intéressant de développer plus de modules pour mieux couvrir le spectre. La charge cognitive, bien entendu, toujours à prendre en compte parce qu'en VR, on ne peut pas surcharger, donc il faut trouver un équilibre, un très bon équilibre entre ce qu'on y met et la réaction qu'on va avoir pour l'utilisateur. Ensuite, au niveau de nos participants et du contexte, en fait, ce serait très intéressant de rajouter des mesures implicites, parce que là, on a eu que des questionnaires auto-rapportés, et donc, par exemple, un protocole de capture du mouvement oculaire, rythme cardiaque de l'EEG, pourrait prendre des données supérieures, parce qu'il y a ce que l'utilisateur rapporte et ce qu'on va mesurer réellement. On pense que c'est pertinent. Et enfin, notre élément qui a été pointé du doigt est très important, c'est que le processus n'a pas été répété. Qu'est-ce que passerait-il si on faisait faire 10 fois la simulation à quelqu'un? Est-ce que du coup, l'attitude rentrerait mieux? Voilà, la répétition, une seule exposition ne peut pas être suffisante. Ça, la littérature le montre très souvent, c'est pas une fois qu'on apprend. Au niveau des perspectives de recherche maintenant, donc, un truc méthodologique très important, c'est l'exportant du tutoriel expérience utilisateur. Ça, c'est réduire le nombre de gens qui vont rejeter les RVI et qui vont renforcer donc, la plausibilité. Parce que quand on entend RVI, il y a des gens qui ne le tolèrent pas, qui ne le vivent pas bien. Et ça, cette rentrée, elle est importante. Nous avons eu de bons résultats, mais c'est vraiment quelque chose à travailler, qui est en amont, et qui est en amont de toute expérience de RVI. Après, bon, bien entendu, il y a l'inclusion dans un programme plus complet, en fait, tout simplement, utiliser l'RVI, mais comme dans un ensemble, avec une vraie formation, des conférences, des cours associés, avec des intervenants, et l'RVI ne serait qu'une illustration qui permettrait de montrer aux gens, tenez, regardez, un exemple concret. Et après, quelque chose qu'on citait dans la thèse, c'est des études longitudinales avec, par exemple, des échantillons plus gros pour faire des années de médiation, parce qu'on n'a pas pu faire d'années de médiation, on avait des échantillons trop petits. Et ça serait très 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 intéressant pour regarder un petit peu l'influence des facteurs sur le comportement. Et j'en arrive à la fin de cette présentation. Donc, clairement, pour nous, donc, la réalité virtuelle est un prometteur pour la sensibilisation au TSA, mais elle doit être intégrée dans une marche pédagogique. Merci de m'avoir écouté.
Je voudrais remercier donc les rapporteurs pour leur retour, l'investissement et le fait d'être venus de manière présentielle ici. Merci au membre de jury aussi de vous être déplacés. Et je vous laisse à présent me poser des questions et vous m'en poser. Merci à vous.